Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Guillaume Legault, représentant national pour le syndicat APTS. Bonjour Guillaume. Salut, Merci d'être avec nous. ben, ça fait plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu puis dire quel rôle tu joues dans le mouvement pour la défense des services publics au Québec? Ben, pour me présenter, moi je suis représentant national, comme tu le mentionnais, donc je suis un militant syndical dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis un certain nombre d'années. Je suis aussi un militant là, impliqué dans diverses causes, dont ici au Bas-Saint-Laurent, mais par le passé là, dans d'autres régions du Québec. Mon rôle comme représentant national au niveau de la défense des services publics, c'est vraiment de travailler via les différents canaux de mon organisation. Donc, l'Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux. On a différentes tables, différents groupes de travail qui s'intéressent aux enjeux sociaux de la défense des services publics à l'environnement, en passant par les enjeux de la défense de l'identité de genre des personnes. Donc, on est très impliqué là, à divers niveaux, au niveau de la défense des droits des personnes. Donc, c'est quand même assez large. Tu peux toucher un peu à toutes sortes d'enjeux à travers tes fonctions. À travers mes fonctions syndicales, oui, on peut toucher effectivement là, à différents enjeux. C'est sûr que je me concentre là, beaucoup sur ce qui se fait dans notre région. Donc, mon travail, c'est de travailler en accompagnement de notre équipe syndicale locale qui se déploie là, aux quatre coins du Bas-Saint-Laurent. Donc ça, c'est la majeure de mon travail, mais dans différents travaux qui sont portés par le syndicat au niveau national, oui, effectivement, on peut toucher là, à différentes causes et enjeux. OK. Bien, justement, il y a quelques mois, on s'était rencontrés à une action de la coalition Main Rouge, qui est une coalition qui, à la base, est contre la privatisation des services publics. C'était à Rimouski, il faisait froid, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui Ouais. s'étaient mobilisés. Et je me demandais, c'est quoi la situation après cette mobilisation-là dans la région? Est-ce que ça a fait bouger les choses? C'est quoi la situation aujourd'hui par rapport à cet enjeu-là? Ben, c'était par un froid midi venteux du mois de novembre à Rimouski, comme il y en a souvent, qu'on s'était réunis avec plusieurs personnes là, pour dénoncer les coupures dans le filet social. En fait, l'activité là, était partie d'une initiative en fait, citoyenne et d'organismes communautaires et d'organisations syndicales qui avait fait circuler là, une espèce de tirelire à idées pour protéger le filet social aux quatre coins du Bas-Saint-Laurent. Donc, cette activité-là visait à révéler les différentes initiatives, les différentes idées qui avaient été recueillies à travers cette tournée-là de la tirelire, là, qui était une espèce d'énorme cochon. Et puis, depuis, en fait, on a eu une très belle couverture médiatique, on a eu de l'attention de plusieurs partenaires. Je pense que ça a servi à appuyer la mobilisation contre l'austérité et les coupures, remettre le débat sur la protection des services publics à l'ordre du jour politique au Bas-Saint-Laurent. Est-ce que ça, on pourrait dire que c'était comme un catalyseur un peu qui venait rassembler plusieurs personnes de différents milieux qui avaient le goût de s'impliquer à ce niveau-là? Oui, bien, en fait, tu sais, la coalition Main Rouge était relativement en dormance au Bas-Saint-Laurent là, depuis un certain nombre d'années. Je me permets de le dire. C'est une coalition qui avait été très, très, très mobilisée là, autour de 2015, grande campagne de lutte à l'austérité. Et puis, ben, cette activité-là, c'était un petit peu le fer de lance d'une nouvelle mobilisation de la coalition Main Rouge. Donc, oui, en effet, il y a peut-être un effet de catalyseur. Puis sinon, pour aller avec l'actualité, on a appris la démission de François Legault dernièrement. Je sais que c'est peut-être un peu naïf de dire ça, mais pensez-vous que ça va changer quelque chose au niveau de comment sont traités les services publics par le gouvernement? Tout d'abord, c'est sûr qu'un premier ministre, ça a une large influence dans les débats, les discussions qui ont cours dans les hautes sphères de notre caucus gouvernemental. Est-ce que ça va changer du tout au tout les orientations gouvernementales? J'en doute. Il y a plusieurs réformes là, ces derniers mois qui sont dans les cartons. On a juste à penser au projet de réforme, bien, le projet de loi 1 pour le développement d'une constitution, le projet de loi 3 pour une réforme de la gouvernance syndicale, le projet de loi 2 avec les médecins là, qui, on le sait, là, a pris des nouvelles orientations à la suite de négociations directes avec François Legault lui-même. Le projet de loi de 14, le projet de loi 100. Bref, le gouvernement est arrivé avec une série de mesures généralement très impopulaires à l'automne dernier, ont en quelque sorte congestionné l'agenda politique. Ce serait quand même assez surprenant que tous ces projets de loi-là tombent, simplement parce que François Legault a décidé de tirer sa révérence.
Est-ce qu'il y a un nouveau leadership, là, puis là, on attend de voir si ce sera Christine Fréchette ou Bernard Drainville qui va finir par devenir notre premier ministre élu par au maximum 14 000 membres de la CAQ. Il faut quand même le faire. Est-ce qu'on connaît les positions d'un de ces deux candidats-là pour savoir un peu l'orientation qu'ils prendraient? Ou... Bien, pour l'instant, les deux sont ministres, siègent au Conseil des ministres. Donc, adhèrent ou participent d'une certaine manière à la vision générale qui a été celle de la CAQ comme gouvernement. Donc, c'est sûr que en voir les récentes déclarations, que ce soit de Christine Fréchette par rapport aux dérives du projet de loi dont elle a hérité de l'ancien ministre Fitzgibbon par rapport à la modernisation du fonctionnement d'Hydro-Québec. Je pense que ses orientations idéologiques sont quand même relativement claires. Quant à Bernard Drainville, avec ses déclarations, le lâchez-moi avec les GES, puis ses plus récentes déclarations, on voit qu'on est quand même un petit peu dans la continuité. On verra comment ils vont se positionner, comment va se positionner la personne qui héritera du siège de premier ministre. Mais pour l'instant, moi, je sens qu'on risque d'être dans la continuité là, du côté de la Coalition Avenir Québec. Là. Il pourrait y avoir des surprises, mais on ne retient pas notre souffle trop longtemps. Effectivement. Puis il faut quand même se rappeler aussi qu'on tombe dans une période préélectorale, là, généralement à partir du printemps de cette année. On va tomber en mode préélectoral. Les élections sont prévues à l'automne prochain, à moins qu'elles soient devancées, ce qui n'est pas impossible non plus. Ça se peut que ce soit un très court règne pour notre futur premier ou première ministre. Sinon, je dois t'en parler. Même si on en parle beaucoup, je pense qu'on n'en parlera jamais assez parce que ça se détériore la situation. C'est pour notre urgence à Trois-Pistoles. Ouais. On a appris dans un communiqué qu'il y avait une question de fermeture, une certaine fermeture graduelle, si on veut. Et donc, maintenant... c'est quoi le rapport de force sur le terrain? Est-ce qu'on est à la veille d'un grand mouvement populaire dans les Basques pour sauver l'urgence? D'abord, peut-être pour revenir là, sur les éléments que le CIS du Bas-Saint-Laurent a précisés dans ses récentes déclarations. Pour la première fois là, depuis un petit peu plus d'un an, là, c'était assez clair, les plans du CIS. Là. Il est question de fermeture d'urgence de nuit, de développement des services au niveau préhospitalier, donc les services d'ambulance, pour rediriger les personnes dans les Basques vers Rivière-du-Loup. Mais si on pense au transcontinental dans le Témiscouata, des gens de Pointe-Égamouk vers Notre-Dame-du-Lac ou vers Rivière-du-Loup. Il est aussi question de renforcement du soutien à domicile, puis on nous dit des services de première ligne. Bien, pour nous, c'est sûr que les fermetures des services d'urgence hospitalière ne peuvent pas être compensées là, directement par le développement d'autres services. Ce qu'on souhaiterait, ce serait de voir les services, le soutien à domicile, son développement, on n'a aucun problème avec ça. Le développement ou l'amélioration des conditions de travail des ambulanciers et des ambulancières, on n'a aucun malaise avec ça. L'amélioration des services en première ligne, même chose. Ceci dit, ça ne va pas remplacer les services d'une urgence. Les temps de déplacement vont quand même avoir une incidence assez importante, puis on le voit dans la population. Les gens sont très, très, très préoccupés. Quand on se promène dans la rue, on aborde les gens. Moi, je suis un peu impliqué. Je me suis impliqué par le passé. Les gens nous questionnent. Il y a des gens qui nous écrivent le jour, le soir, la fin de semaine, qui viennent nous aborder. Pour s'impliquer? Pour s'impliquer, pour qu'il se passe quelque chose, pour avoir des nouvelles. Même chose pour les autres personnes impliquées du côté du comité de vigie. Donc, il y a de l'appétit là, dans la population pour de la mobilisation. Est-ce qu'on est à l'aube d'un mouvement social? Ce sera à voir. Le CIS du Bas-Saint-Laurent a convoqué des assemblées. Nous-mêmes, du côté du comité de vigie, avec différents partenaires, là, il n'y a évidemment pas que notre organisation. Il y a des gens du milieu municipal, du milieu communautaire, des citoyens et des citoyennes, des employés, des infirmières, des employés du réseau de la santé, la chambre de commerce. Bref, il y a comme beaucoup de gens qui sont impliqués, donc on ratisse très, très large. Je pense qu'à partir du moment où on aura l'occasion de compléter notre exercice de consultation, puis une réponse directe du CIS du Bas-Saint-Laurent, bien à ce moment-là, je pense que la machine à mobilisation va partir. Là. Déjà là, c'est en train de s'activer. Il y a des choses qui sont attendues dans les prochaines semaines, donc c'est à surveiller de près. Parce que, dans le fond, ces consultations-là, il y en a déjà eu beaucoup, et donc sont de moins en moins crédibles parce que le gouvernement ne change jamais de position vraiment. Donc, on peut comprendre la population de déjà s'engager vers un processus une espèce de front commun régional contre cette décision. Bien, Surtout avec le maire Maurice Vanier, qui est élu maintenant et qui a longtemps été un défenseur de l'urgence. Oui, d'ailleurs, c'est une des principales revendications qu'il y avait quand il s'est porté candidat à la mairie puis quand il a été élu, là, de défendre les services de l'urgence. Puis c'est quelque chose qu'on ne s'explique pas d'ailleurs. Là. On veut mener des consultations. Mais partout dans les Basques, là, on peut faire le tour, on peut se promener. C'est difficile de trouver des gens qui sont pour la fermeture des services d'urgence. Là.
Puis on dit qu'on veut nous consulter, mais on nous parle d'une consultation, mais on nous dit que le statu quo n'est plus possible. Donc, on veut nous consulter, mais on ne veut pas nous laisser nécessairement la possibilité de discuter sur le maintien des services en place et de ce qu'on pourrait faire pour s'assurer de leur maintien. Donc, est-ce qu'on a une réelle volonté d'écouter les préoccupations de la population pour construire un nouveau modèle, ou est-ce qu'on tente plutôt de venir expliquer pourquoi et comment on veut le déployer? Moi, je ne veux pas orienter nécessairement tout le monde dans leur réflexion, mais je pense que c'est assez clair qu'il y a un objectif de persuasion à l'heure actuelle dans les démarches que le CIS du Bas-Saint-Laurent est en train de réaliser. Puis je me permettrais de rajouter, avec les consultations, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens qui sont impliqués dans la mobilisation pour la sauvegarde de l'urgence à Trois-Pistoles ont convoqué leur propre série de consultations publiques qui vont avoir lieu à l'église de Trois-Pistoles le 11 février prochain à 19h. Et une fois que ceci a été annoncé, le CIS du Bas-Saint-Laurent, sans aviser personne, a décidé de convoquer lui-même ses propres consultations en marge de ça. Donc, on se questionne un petit peu sur le lien avec les partenaires communautaires. Je peux vous dire qu'on était plusieurs personnes à faire le saut quand on a reçu cette annonce-là. Oui, c'est ça, c'est comme une tactique de relations publiques vraiment pour essayer de noyer le poisson, on dirait. Bien, que le CIS veuille faire ses propres consultations, je pense que c'est tout à fait légitime. Qu'il veuille être informé des préoccupations de la population, je pense que c'est valide. Ceci dit, une semaine, jour pour jour, après un exercice de consultation citoyenne, pourquoi pas avoir fait les arrimages au préalable? Et qu'est-ce qui sera fait des résultats de la consultation menée par des organisations et des personnes et les municipalités et la MRC dans le milieu? Qu'est-ce qui sera fait des résultats de cette consultation-là par notre établissement de santé? Je pense qu'on aurait eu avantage à travailler en collaboration. Malheureusement, ce ne sera pas possible pour cette fois-ci. Effectivement, je pense que ça va être dur et on a presque l'impression que si vous n'auriez pas fait vos séries de consultations indépendantes, le CIUS n'aurait peut-être pas lui-même avancé à ce niveau-là. Bien, ce qu'on nous a dit là, rapidement, parce qu'on a eu des rencontres au début du mois de janvier là, par rapport à des rencontres cloisonnées. Là. Il y a eu les organisations syndicales d'un côté, le personnel de l'urgence de l'autre, les municipalités, les MRC de l'autre. Puis tout ça en parallèle, les Basques et dans le Témiscouata. On a émis là, certaines préoccupations. Au début, on se questionnait à savoir est-ce qu'on participe ou non. Mais à cette occasion-là, on nous avait dit là, que le souhait, c'était d'aller de l'avant avec un exercice de consultation. Donc, nous, rapidement, on n'avait pas d'emprise, on ne nous a pas sollicité pour faire partie de l'organisation de ces consultations-là. Donc, nous, pour nous assurer vraiment d'avoir le pouls de la population, on a décidé d'aller de l'avant puis d'appeler des consultations citoyennes. On a invité, d'ailleurs, le CIS du Bas-Saint-Laurent à se joindre à cet exercice-là, même vous lui avez déjà tendu la main? Oui, on a tendu la main, d'ailleurs, pour participer à un exercice, pour tenir des rencontres de consultation avec les différents partenaires impliqués, que le CIS a poliment décliné avant de nous annoncer la tenue de ses propres exercices de consultation. Ben là, c'est ça, on parle d'une espèce d'urgence pour l'urgence, puis ça prend un mouvement social, j'ai l'impression, pour faire reculer des fois le gouvernement sur certains enjeux. Donc, il y a un phénomène qui se passe sur le continent américain qui est la polarisation entre la droite et la gauche et maintenant l'extrême droite et l'extrême gauche. Et on voit ce qui arrive aux États-Unis, c'est vraiment radicalement polarisé. Et c'est dur de mobiliser une population divisée sur des fois des enjeux qui sont pas comme sur l'immigration, par exemple, qui vont distraire les gens les enjeux de santé, d'éducation et tout ça. Et donc, je me demandais, est-ce que tu as peur que cette polarisation-là s'invite dans les basses? Parce qu'on sait que ça arrive plus, mettons, à Montréal, la polarisation, il y a plus de gens, plus de factions politiques. Mais est-ce que tu as peur qu'il y ait une division qui vienne ruiner la mobilisation dans les Basques? Bien, tu sais, il y a un phénomène de polarisation qui est particulier aux États-Unis, là, je me permettrais de dire. Dans un deuxième temps, on n'est pas étranger à la dynamique puis au discours, au cheminement ou à l'avancée des discours de droite radicale ou même d'extrême droite au Québec non plus. On le voit notamment dans le débat sur l'immigration. On le voit de plus en plus dans le débat économique aussi. Là, on a des personnes qui aspirent à être candidates aux élections. Notamment les personnes qui ont été présentées par Éric Duhaime dans les dernières semaines pour le Parti conservateur, qui ont des positions très, très, très tranchées, notamment au niveau religieux, au niveau de l'avortement, au niveau de l'économie, au niveau du rôle traditionnel des femmes dans la famille. Donc, on se retrouve dans une situation où on se fait
on assiste à une montée assez rapide du conservatisme de droite ou même d'une certaine manière de projets portés par la droite plus radicale. Est-ce que cette question-là va s'inviter dans le débat dans les Basques? Je ne le sais pas. On n'est pas étranger non plus ici à l'évolution des discours qui visent l'exclusion des personnes marginalisées, des personnes immigrantes, des personnes qui sont peut-être un petit peu plus dans le giron de la contestation. Puis on le voit même là, dans l'évolution du discours puis des projets de loi de la Coalition Avenir Québec ces derniers mois. On vise principalement les groupes communautaires, les personnes immigrantes, les personnes réfugiées, les organisations syndicales. Donc, on essaie de s'en prendre à des personnes qu'on identifie comme des cibles potentielles. Quand on regarde le cheminement des mouvements de droite au niveau politique, c'est essentiellement, prioritairement, ces gens-là qu'on s'attaque. Des gens vulnérables, souvent. Des gens vulnérables, des gens contestataires, des gens qui font entendre leur mécontentement. Donc, il y a un certain tableau qui est présent à l'heure actuelle qui, effectivement, est préoccupant. Mais dans le débat sur le maintien des services, je pense que l'enjeu n'est pas là. T'sais, on n'est pas dans un débat polarisant, on n'est pas dans quelque chose de clivant. Même au contraire, je pense que c'est une belle occasion d'entretenir une conversation honnête sur la défense de nos services publics, qui est traditionnellement un enjeu qui est, je dirais, peut-être un petit peu plus campé à gauche. La défense des régions, puis le droit des citoyens et des citoyennes d'être traités et considérés comme des citoyens au même titre que les gens qui habitent dans les régions urbaines, là. Donc, on est vraiment dans un débat, je pense, très intéressant qui peut se faire sans qu'on tombe dans l'opposition, la chicane, le clivage. En tout cas, moi, c'est ce que je sens à l'heure actuelle quand même. Donc, ça ne m'inquiète pas trop que ça s'invite dans la discussion. Donc, on va au-delà des clivages politiques, on se rassemble autour d'un enjeu qui nous concerne tous et on est tous gagnants d'avoir je pense qu'on est tous gagnants d'avoir une urgence à trois pistoles. Là. Il n'y a pas des gens qui sont perdants de cette situation-là, généralement. Mais là, donc, c'est comme, il y a un beau portrait, dans le fond, du mouvement, qu'il n'y a pas trop de polarisation, qu'on est quand même mobilisé. Tu dirais-tu que le rapport de force est assez bon pour dire qu'on a des bonnes chances de la sauver, notre urgence? C'est sûr et certain qu'on suit très certainement de près ce qui se passe au niveau de la mobilisation à Santé Québec et au CIS du Bas-Saint-Laurent, j'en suis persuadé. Est-ce qu'on peut dire que le rapport de force est suffisant à l'heure actuelle? Je ne le sais pas. Chose certaine, la mobilisation va et doit se poursuivre. Les consultations citoyennes qui vont avoir lieu, comme je le disais, le 11 février prochain à l'église de Trois-Pistoles, sera l'occasion d'être un tremplin pour le lancement d'une campagne de mobilisation plus active. Donc, les gens seront rencontrés, il y aura des occasions d'échanger, il y aura des activités, des manifestations, des actions probablement qui seront dans les cartons dans les prochains mois. Moi, ce que je sens là, à l'heure actuelle, c'est que les gens attendaient un peu de savoir c'était quoi véritablement là, le projet du CIS du Bas-Saint-Laurent. Vous savez, ça fait 1 an qu'on nous dit nos plans ne sont pas encore clairs, inquiétez-vous pas. Au mois de novembre, on vient de voir, on nous dit le statu quo est plus possible, sans nous préciser exactement ce qui nous attend. Et là, maintenant, rendu en janvier, on nous précise plus clairement. Là, on va la fermer, votre urgence de nuit. Voici par quoi on va la remplacer, puis voici pourquoi c'est une bonne pourquoi on a des raisons suffisantes de faire ça. Moi, je pense que la mobilisation va se poursuivre, puis avec la participation citoyenne, avec l'engagement des gens, le rapport de force va définitivement se développer. Ce qu'on vise, par contre, c'est à s'assurer que politiquement, nos représentants, en l'occurrence Amélie Dionne, notre députée et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, se mouille un peu dans le dossier. Là. Pour l'instant, elle semble prendre une posture d'appui ou de défense des propositions du CIS du Bas-Saint-Laurent en répétant essentiellement les mêmes lignes. Là. Le statu quo est plus possible, il faut transformer le modèle. Nous, on souhaite la mobiliser, elle, pour qu'elle travaille pour la population et pas juste pour les intérêts de Santé Québec et du CIS du Bas-Saint-Laurent. Vous savez, les députés ont comme rôle de défendre la population et de porter leur projet. Or, pour l'instant, le projet, c'est de défendre nos services publics. Voilà. Ce serait intéressant qu'elle prenne acte de ce qui se dit sur le terrain si elle vise une réélection à l'automne prochain. Exactement. Ça ne serait pas bête dans un enjeu qui rallie 90% de la population de prendre position en faveur de ce que la population veut et non pas de ce que la Ligue nationale lui dicte. Oui, puis tu sais, d'une certaine manière aussi, il y a de l'instabilité là, au gouvernement du Québec à l'heure actuelle. Bon, démission du premier ministre, démission du ministre Dubé, remplacement par Sonia Bélanger, ancienne ministre des Aînés qui est native de Rimouski, qui connaît quand même bien la réalité de l'urgence de Trois-Pistoles. Est-ce que les astres sont en train de s'aligner dans un contexte préélectoral pour venir nous appuyer à développer suffisamment
un rapport de force ou des leviers, disons, pour pouvoir gagner cette bataille-là. Je ne le sais pas, chose certaine, le temps avance, les élections s'en viennent, puis les décisions impopulaires pour des politiciens, c'est pas des bonnes nouvelles. Puis tu parlais que ça va être important, la mobilisation citoyenne dans ce contexte-là. Ça risque d'être important et donc je voulais savoir comment, en fait, pour les citoyens, pour nos téléspectateurs, comment on fait pour s'impliquer si on veut faire quelque chose alors qu'on est juste un citoyen, qu'on ne fait pas partie nécessairement d'une organisation ou d'un syndicat ou tout comme ça? Je pense qu'une des premières choses que c'est possible de faire comme citoyen, comme citoyenne, d'abord et avant tout, c'est de se garder informé. Donc, pas hésiter là, à aller sur les réseaux sociaux. Il y a la page Facebook, il y a Urgence pour notre urgence, c'est une mine d'or d'informations, on commente l'actualité. C'est une bonne porte d'entrée. Par la suite, il y aura des activités qui seront diffusées dans les prochaines semaines auxquelles, évidemment, on va inviter la population à participer. Donc, s'il y a des gens qui ont l'énergie, la capacité de se rendre ou de participer à ces mêmes activités-là, je pense que ce sera quelque chose de super intéressant. Puis, tu sais, je me permettrais d'ajouter, là, il n'y a pas personne qui cherche des super-héros ou des super-héroïnes là, dans ce genre de bataille-là. Là. Déjà, de savoir qu'on compte sur l'appui de la population, c'est énorme. Là. On l'a vu là, avec des mobilisations l'année dernière, là, quand il y a eu une manifestation, je pense que c'était le 15 février à Trois-Pistoles, où il y a eu plus de 650 personnes qui se sont rendues. C'est des chiffres très impressionnants pour la taille de notre territoire. Là. Ça envoie un message très clair. De voir que nos publications sont suivies sur les réseaux sociaux, de voir que les gens s'intéressent, ça a de quoi préoccuper nos interlocuteurs, à la fois du côté de l'établissement de santé, mais aussi du côté politique. Donc, je pense que ce que c'est possible de faire, c'est de rester à l'affût de l'information. Quand il y a des activités qui seront proposées, d'y participer. Sinon, c'est toujours possible aussi de s'afficher. Les gens peuvent y aller de créativité. Il y a des gens qui ont fait des affiches, des pancartes qu'ils ont mis dans leur commerce, dans leur devanture de maison. Moi, j'invite les gens à ne pas se gêner, là, à faire voir leur attachement pour les services d'urgence et à rendre ça visible sur le territoire. Puis si on veut justement rester à l'affût de ce qui se passe pour participer quand l'appel est lancé, c'est quel média qu'on consulte? C'est quelle page Facebook? C'est quel truc? Ce serait la page « Il y a urgence pour notre urgence Okay. ». Vous allez voir, là, ça va bouger là, dans les prochaines semaines. Il y a déjà plus de 1500 abonnés à la page, donc ça bouge, ça avance très bien. Donc, c'est possible de vous rendre sur Facebook et nous suivre. Il y aura potentiellement là, des développements sur d'autres plateformes, là, mais pour l'instant, c'est via cette plateforme-là qu'on communique. Puis sinon, prochaine action, je pense que tu disais que c'était le 7 février? Le 11 février, le 11 février. Consultation citoyenne à l'église de Trois-Pistoles, 19h. Ça peut être un bon point de départ pour que les gens entrent dans le mouvement pour défendre les services publics, dans le fond. Oui, ce sera une belle occasion là, de rencontrer les membres du comité de vigie, d'entendre nos préoccupations, puis de pouvoir partager là, leurs besoins, leur attachement vis-à-vis des services publics. Et dans un deuxième temps, le 18 février prochain, il y aura la consultation citoyenne qui est menée par le 6 du Bas-Saint-Laurent. C'est sûr, on ne veut pas mêler les cartes, mais à l'occasion de cette rencontre-là, le 6 du Bas-Saint-Laurent va venir nous donner davantage de précisions et d'informations sur son modèle. Ce sera assurément une belle occasion pour faire entendre notre attachement pour les services d'urgence. Et s'il y a des gens qui sont mécontents, ce sera une belle occasion de faire entendre leur mécontentement également. Merci Guillaume d'être passé, de faire un portrait de la situation. Puis on te souhaite beaucoup de courage et d'énergie dans la défense des services publics. Puis merci encore pour ce que tu fais. Allez, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Salut.